Donc bienvenue donc pour ce webinaire donc on va passer 1 heure et demie ensemble donc qui est consacré donc à la partie Microsoft Azure. Donc l'idée c'est de faire une présentation du cloud Microsoft Azure et de faire des démonstrations donc notamment sur la partie de création de machines virtuelles dans Azure. Donc, ce webinaire sera animé par Bruno Dubois, que je laisserai se présenter ensuite. Et pour ma part, donc, je vais répondre aux questions que vous pourrez poser donc, tout au long du webinaire. Donc, pour cela, je vous invite à utiliser le module Q&R qui est présent dans la barre de menu de Teams, juste à droite du bouton conversation. Donc c'est plus simple pour moi de gérer enfin, de répondre à vos questions dans ce module-là plutôt que dans le chat où en fait ça peut être rapidement difficile s'il y a beaucoup d'échanges. Bruno, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vais vous présenter qui on est. Le groupe ENI, donc c'est un groupe qui est composé de 3 entités. Donc notre métier, c'est vraiment axé sur la formation à l'informatique. Donc on est un groupe qui existe depuis 1981. Donc au centre de l'écran, vous avez la première entité historique qui s'appelle ENI École Informatique. Donc c'est une école qui forme au métier de l'informatique, des formations diplômantes de bac+2, bac+5. On a également un titre ingénieur qui existe depuis 2 ans maintenant. Donc, c'est 2000 apprenants qui sont formés chaque année et donc qui intègrent des DSI ou des ESN. Ensuite, la seconde entité, donc qui est sans doute la plus connue, donc ce sont les éditions ENI, donc premier éditeur français d'ouvrages informatiques, également de vidéos de formation, de contenu de formation e-learning, et également éditeur de certification bureautique et technique reconnus par France Compétences, donc qui permettent notamment de pouvoir utiliser le CPF pour financer vos formations. Et pour finir, donc Eni Service, le centre de formation informatique qu'on représente aujourd'hui avec Bruno. Donc nous, on assure la formation continue des salariés d'entreprise, donc des formations courtes, plutôt de 1 à 5 jours, qu'on va dispenser en présentiel ou à distance. Donc on a un catalogue de plus de 600 formations. Donc on propose nos formations aussi bien au format type inter-entreprise, donc où des personnes de plusieurs sociétés s'inscrivent sur une même session, mais également en intra sur des formations spécifiques pour les salariés d'un client dédié. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc les domaines d'expertise que l'on couvre au sein de notre catalogue, donc c'est globalement tous les domaines de l'informatique. Donc on va adresser à la fois les besoins des développeurs informatiques, des administrateurs et des techniciens de systèmes, réseaux, de bases de données, etc. On va adresser les problématiques aussi autour de la cybersécurité, tout ce qui va être optimisation des développements, donc avec tout ce qui concerne le DevOps. On va adresser les besoins également on va dire plutôt de la gouvernance et du management du système d'information, donc avec tout ce qui va concerner la gestion de projet, une SIL, etc. Et puis, on adresse également les besoins des utilisateurs des outils de l'informatique, donc avec des formations sur les outils bureautiques et collaboratifs, et également sur les outils donc, autour du graphisme et de la PO. Diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, donc n'hésitez pas à poser vos questions donc, pendant tout le webinaire, donc dans le module Q&R. Donc, je répondrai au fil de l'eau à vos questions et je pourrai aussi garder des questions pour la fin. Donc, je pourrais poser à Bruno. Donc, on se gardera 5-10 minutes à la fin pour traiter des questions un peu plus spécifiques. Ou si certaines questions demanderaient à ce qu'il y ait des démonstrations qui soient faites directement dans le portail Azure. Voilà. Donc, Bruno, je te laisse là hein, et bon webinaire à tous. Merci Benjamin, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Bruno Dubois, formateur chez Eni Service depuis de nombreuses années comme vous pouvez le voir. Effectivement, j'ai commencé ma carrière en tant que développeur C++, et puis je me suis mis aux infrastructures système et réseau, ainsi qu'aux bases de données,
c'était déjà le cas avant. Et donc, je suis devenu formateur dans le domaine système, réseau, base de données, infrastructure DevOps et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Azure, avec un focus sur la partie machine virtuelle. Donc, nous allons aborder les thèmes suivants. Ce sera notre sommaire. Un petit peu de terminologie, ça peut faire du bien à tout le monde de repartir sur des bases, puisque ce sont des choses que je dirais, des termes que j'emploierai par la suite. On verra ensuite, on étudiera quels sont les emplacements physiques des machines, ou du moins de l'infrastructure Microsoft Azure. Quels sont les moyens d'administrer Azure? Donc là, je le ferai avec le portail, mais je parlerai du fait qu'il y a d'autres moyens d'administration. Et enfin, donc, les choses qui nous intéressent, on commencera par apprendre ce que c'est qu'un réseau virtuel dans Azure, pour pouvoir ensuite y déposer une ou des machines virtuelles, pour pouvoir faire dialoguer entre elles des machines virtuelles sur ce fameux réseau virtuel Azure et vis-à-vis du monde extérieur. Donc, on va commencer par de la terminologie. Donc, on est sur des technologies de cloud. Qu'est-ce qu'un cloud? C'est une infrastructure hébergée dans un data center, offrant des services tels que les machines virtuelles, du site web. Ça peut être Microsoft 365, c'est du cloud, des choses comme ça. Donc, on a deux, on va dire, types de cloud, le troisième étant dérivé des deux premiers. Le cloud public, cloud dont les services sont exposés sur Internet. Donc, un exemple concret, c'est Microsoft Azure, mais aussi AWS, par exemple. Cloud privé, c'est un cloud accessible et exploité par une entreprise dans son cadre privé. Donc, on peut citer des sociétés, des organisations telles que le CERN, qui a fait beaucoup de cloud privé avec un produit comme OpenStack. Et enfin, le cloud hybride, c'est la combinaison des deux précédentes. Une organisation va avoir son cloud privé, mais ne s'interdit pas forcément d'utiliser des ressources accessibles via un cloud public. À l'opposé de tout ça, on a ce qu'on appelle le on-premise, traduction sur site. C'est l'infrastructure classique d'il y a de nombreuses années où j'héberge tout sur mon propre site, je gère tout, du matériel jusqu'à la maintenance des systèmes d'exploitation et des applications. Et donc, on a trois grands types de services dans notre cloud. L'infrastructure as a service, exemple une VM dans Azure. Donc là, le but, ça va être de refaire une infrastructure avec des technologies de cloud. Le platform as a service, là, l'idée, c'est de ne pas avoir à se soucier de la gestion du réseau, de la gestion du système d'exploitation. Je m'intéresse uniquement au produit et à son contenu. Exemple, un site web dans Azure. Du coup, je vais mettre son contenu de site et je vais paramétrer mon site. Et enfin, software as a service, tel que, par exemple, Office 365, va me permettre de ne même plus gérer la partie produit à proprement dit, mais simplement du haut niveau. Dans le cas de 365, on va dire, je gère les boîtes aux lettres, par exemple. Et donc, sur ces quatre types d'usage de l'informatique, le SaaS, le PaaS, l'IaaS et le local, on a des responsabilités différentes, par exemple dans Azure. Donc ici, on voit très bien, je vous laisse un peu à l'écran, c'est pas trop la peine que je commente énormément. On voit bien que quand je suis en local, je gère tout. Quand je suis en infrastructure as a service, et donc dans le cloud, je ne m'occupe plus de la partie physique, en fait, et je commence à travailler au niveau du système d'exploitation. Voilà. Quand je suis au niveau plateforme as a service, je m'occupe même plus du système d'exploitation, et selon les services, on peut avoir à contrôler le réseau partiellement ou complètement ou pas du tout. Ainsi que sur ces trois niveaux-là, réseau, application et l'identité. Et enfin, en SaaS, comme Microsoft 365, je commence à gérer les choses au niveau de la gestion de l'identité, des comptes. Je m'occupe ensuite, tout simplement, de la partie appareil client qui va se connecter à mon service de SaaS et lui fournir
ces informations et ces données. Donc voilà pour la partie terminologie. C'est bon de savoir que Azure, le nuage, c'est pas que du nuage, hein. Il existe des emplacements physiques à tout ça. Donc dans Azure, on parle de régions. Les choses sont hébergées dans des régions. Une région Azure, c'est un terme qui est une zone géographique où Microsoft déploie des ressources physiques de cloud. Chaque région est constituée de plusieurs data centers. Généralement, il y en a 3 par région, mais il existe des exceptions où il n'y en a que 2. Par exemple, toute nouvelle région commence par 2 data centers uniquement. Les data centers dans une même région sont fibrés en fait avec du réseau très faible latence. Et donc, c'est bon de savoir que si vous prenez un service, une machine virtuelle par exemple, dans une certaine région, le prix n'est pas forcément le même que dans une autre région. Et à savoir, vous chercherez sur Internet, il existe une calculatrice pour évaluer ses coûts de service. Vous cherchez Azure Calculatrice et vous tombez sur quelque chose d'interactif qui vous donne la possibilité de faire un devis sur vos usages futurs d'Azure. Et dedans, il y a un paramètre qui sera la région. Donc plus concrètement, ces régions, les voilà, hein. Vous avez pas mal de régions aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Chine et en partie orientale, en fait, hein. Voilà. Après, c'est un peu plus étalé. Bon. Donc, on a pas mal de régions. Sachez que, par exemple, il existe des régions appelées souveraines. Ce sont des régions, donc c'est le cas, par exemple, de l'Allemagne. L'Allemagne est une région sur laquelle, nous, les Français, on ne pourra pas aller pour demander des services. C'est complètement dédié au gouvernement allemand. Il y a d'autres régions souveraines de par le monde, notamment la Chine. Et notamment les États-Unis. Alors, finissons un peu cette présentation, on passera après sur des choses plus interactives. Les moyens d'administration de Microsoft Azure. En fait, pour administrer Microsoft Azure, pour nous les humains, il y a 3 moyens. Mais en fait, en sous-jacent, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que Microsoft a des API qui sont accédés, par exemple, par le portail graphique, qu'on verra ensemble. Donc Azure propose de gérer ces ressources qui sont forcément dans un groupe de ressources. Voilà, dans le portail, par exemple, on va pouvoir faire des ressources qui sont forcément dans un groupe de ressources. Remarque qu'on ne peut pas renommer une ressource ou un groupe de ressources. Petite remarque. Nous avons aussi la CLI. En CLI, je peux faire de l'administration avec des modules PowerShell que je peux installer sur ma propre machine ou me débrouiller pour avoir ce qu'on appelle un Cloud Shell. C'est ce que j'utilise, moi. Et on a une commande universelle qui s'appelle AZ qui marche sous Windows, Linux et macOS. Le module PowerShell aussi, d'ailleurs, puisque PowerShell s'installe sur ces 3 OS. Autre moyen d'administration, pas forcément Microsoft, hein, et plutôt pour faire du déploiement, de la configuration automatique, Terraform ou Ansible. Voyons un petit peu ça quand même. Voilà ce que c'est que le portail Azure. Donc dedans, il y a des groupes de ressources. Ah, hop. On va aller voir un groupe de ressources où il y a du monde, par exemple, celui-ci. Et dans un groupe de ressources, il y a des ressources, comme on pouvait s'y attendre, avec, par exemple, une machine virtuelle, plus d'autres choses dont on va parler par la suite, qui sont des ressources associées et obligatoires pour notre machine virtuelle. Je vérifie que je suis toujours connecté. J'ai des messages bizarres. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Parce que j'ai des choses qui s'affichent, comme tout à l'heure. Bref. Je vais vous montrer la partie CLI, interface ligne de commande, que je n'ai même pas besoin d'installer sur mon propre PC.
puisque le portail lui-même me propose une interface ligne de commande que je viens de lancer, voilà, qui peut être en bon vieux bash Linux ou en PowerShell. Peu importe, de toute façon, depuis le bash, je peux faire du PowerShell. Par exemple, d'ailleurs, c'est ce que je vais commencer par faire. Je lance le PowerShell. C'est-à-dire que là, tout est installé, tout est mis à jour normalement par Microsoft. Alors, des fois, il y a des petits décalages, mais normalement, je suis à jour. Voilà. Et donc, je peux, par exemple, faire une commandelette afin de demander la liste de mes VM. Voilà. J'en ai deux apparemment. Une VM Docker 1, une autre VM appelée PFS1. Je vais quitter le PowerShell et vous montrer l'autre commande à tout faire, AZ. C'est-à-dire qu'on peut tout faire avec ces deux avec les modules PowerShell, et donc toutes les commandettes associées, ou avec la commande AZ. On peut tout faire dans Azure. Donc vous pouvez scripter. Donc voilà. Donc après, selon vos goûts, vous prenez AZ ou le PowerShell, en sachant que vos goûts vont être orientés peut-être par ce que vous trouvez comme exemple sur Internet pour vous inspirer à aller plus loin. Donc, vous trouverez souvent des choses faites avec AZ, parfois des choses faites avec le PowerShell, parfois les deux. Bon, on va regarder les VM. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. Finalement, en PowerShell, j'ai demandé la liste de mes VM. Bah ici, je le demande aussi, AZVM list. J'affiche ça en output table et je retrouve mes deux VM. Bon, plus tard, j'en aurai un peu plus puisque le but de ce webinaire, c'est de vous montrer les VM. Pendant qu'on y est, si je n'avais pas mis l'output en mode table, je vous montre. Par défaut, les commandes AZ retournent du GISO. Du coup, il y a beaucoup de choses à lire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que juste les 3 ou 4 colonnes que j'avais en mode table, 3 colonnes, puisque là, en mode JSON, il me retourne toutes les propriétés de toutes mes VM. Voilà les 3 moyens, histoire de faire la même chose. Listons les VM et je retrouve mes deux VM ici, que j'avais repérées à l'aide de la CLI. Bien, donc on a vu qu'on avait des ressources dans un groupe de ressources. Et très important, pensez à vos nomenclatures de nommage avant de commencer à faire de l'Azure, puisque les noms sont définitifs. Donc voilà ce qui clôture la partie administration. Donc j'utiliserai quand même extrême pour ce webinaire uniquement le portail. Et donc passons au vif du sujet. Pour faire des VM dans Azure, il faut les mettre dans un réseau virtuel Azure. Donc toute VM et d'autres ressources doit être dans ce qu'on appelle dans Azure un VNet, plus précisément un subnet de celui-ci. Le VNet a comme caractéristique principale lorsqu'on le paramètre, lorsqu'on le crée, ces espaces d'adresse IP, un ou plusieurs préfixes CIDR. Dans un VNet, il faut absolument mettre un sous-réseau, un subnet, il est obligatoire. Le plan d'adressage IP de ce subnet est un sous-ensemble d'un des espaces d'adresse du VNet lui-même. Donc on va voir ça en démonstration d'ici quelques minutes. Par défaut, très important, si vous faites deux VNet, ils ne peuvent pas communiquer. En fait, dites-vous qu'un VNet dans Azure, c'est l'un de vos sites distants. Vous avez deux sites distants, deux VNet. Par défaut, ils ne communiquent pas. Si vous voulez que ça puisse arriver, il va falloir faire de la configuration dans Azure, ce qu'on appelle du VNet peering. Retour à un seul VNet, une VM peut avoir plusieurs cartes. Chacune peut être dans un subnet différent de ce VNet. Et donc, voilà un petit exemple de ce qui pourrait arriver. Je fais un VNet 1, son espace d'adresse IP, c'est 10.1/16, dans lequel, dans ce VNet, je fais deux subnets, le 1 et le 2, dont vous pouvez voir le plan d'adressage IP, c'est ./24. Ces deux subnets sont forcément reliés par un routeur virtuel que vous ne voyez pas,
tout ce que vous pouvez, et qui lui-même est naté vers Internet. Donc voilà, par exemple, ici, il y a un VNet qui a un accès Internet, et donc je peux mettre des machines des VM dans Subnet 1 ou des VM dans Subnet 2, ou une VM qui aurait 2 cartes réseau, une carte branchée sur chacun des subnets. Voilà. Et donc, on va regarder aussi les types de VPN dans Azure. C'est-à-dire que là, si j'ai des VM dans ce VNet, comment est-ce que je peux y accéder? Alors, on verra je vais tout simplement, moi, ouvrir un port sur le domaine public, sur Internet, mais c'est-à-dire en l'occurrence le port RDP pour une machine Windows, mais on pourrait très bien ne pas faire ça et avoir envie de connecter notre infrastructure on-premise réseau à des VNet Azure. Par exemple, avec un service qui s'appelle Site-to-Site, c'est du VPN IPsec qui va nécessiter on-premise un équipement compatible pour pouvoir faire la connexion IPsec entre le VNet Azure et votre réseau on-premise. Avec le même service Site-to-Site qui se trouve dans une VPN Gateway, en réalité, vous avez la possibilité de mettre en place ce que Azure appelle du point-to-site, ou en clair, c'est du VPN nomade vers le VNet. Donc, du coup, il y a même, on va dire, des petites infrastructures qui ne vont faire que du point-to-site, puisque là, il n'y a pas besoin d'équipement compatible sur mon réseau on-premise. Je n'ai pas besoin de mettre un pare-feu qui saurait faire du VPN IPsec. Je me connecte en nomade vers mes VNet. Enfin, l'autre possibilité pour se connecter au VNet qui est, je dirais, l'armada lourde, c'est la solution la plus chère, mais c'est aussi en même temps la plus performante, c'est ce qu'on appelle l'Express Route. Là, ça va nécessiter une connexion MPLS doublée entre votre réseau on-premise et le réseau physique Azure. Donc en fait, c'est un abonnement à prendre auprès d'un opérateur. En France, les principaux opérateurs proposent la solution Express Route. Je pense notamment à Orange ou Bouygues, je n'ai pas vérifié tout le monde. Orange et Bouygues proposent des connexions Express Route, c'est-à-dire la possibilité de connecter son réseau physique au réseau Azure. De cette manière, je pourrais me connecter à mes VNet, à mes services de type PaaS, mais aussi à mes services de type SaaS, tels que Microsoft 365 directement. Donc, passons maintenant à la création de ressources dans Azure. Bon, je vais commencer par créer un groupe de ressources pour le reste du webinaire et lui donner le webinaire, tout simplement. Je choisis une région, comme on disait. Alors, au niveau du groupe de ressources, comme c'est une ressource non physique complètement logique, faire un choix là-dedans, c'est pour proposer des choix par défaut pour le reste. C'est-à-dire que je vais prendre l'IST-US, je peux créer un groupe de ressources associé à la région IST-US. Ça voudra dire que mes futures ressources seront par défaut là-dedans, mais je peux changer d'avis et dire je mets une VM aux États-Unis, une autre en France. Tout ça dans le même groupe de ressources. C'est pas du tout interne. C'est un choix par défaut pour la suite. Et voilà. Je peux rajouter de la métadonnée à l'aide de tags. De la métadonnée qui peut me servir à des choses diverses et variées. Hop. Par exemple. Et il me reste plus qu'à créer mon groupe de ressources. À l'intérieur, je vais mettre un VNet, puis des VL. Je vais donc dans mon groupe de ressources qui est vide. Et bien donc, je vais créer un VNet. Ça, j'ai une barre de recherche, c'est très bien. Passons par là. Voilà, du coup, je n'ai pas besoin de me faire là.
j'aurais pu créer le groupe de ressources à la volée. On a pas, dans Azure, vous pouvez faire beaucoup de choses à la volée. Je suis pas très fan, il vaut mieux réfléchir avant et faire les choses dans l'ordre. Notamment, le VNet, je pouvais le faire pendant la création de ma VM. Bon, il est recommandé d'y penser, d'y réfléchir au préalable. Je lui mets un nom, un emplacement, c'est pas fini. Maintenant, on peut configurer des services de sécurité. Voilà, je vous laisse le regarder, mais pour moi, je ne vais rien faire pour le moment parce que ça va nécessiter de la configuration supplémentaire. Et engendrer des coûts supplémentaires aussi. Et puis, je vais faire un petit peu comme la diapositive. Je vais mettre le réseau 10.1.0.0/16 et créer subnet 1. Par exemple, qui sera dans le réseau 10.1.1.0/24. Très bien, on met un petit peu. Voilà. Et je sauvegarde, je vois tout est fait. Donc à nouveau, je peux mettre des tags, on a compris, ce sera sur toute ressource Azure, et même groupe de ressources. La dernière proposition qu'on vous fait dans les onglets ici de l'application web du portail, vous aurez toujours la partie tag. Et donc, je n'ai plus qu'à lancer la validation, vérifier que ça me convienne, oui, et à créer. Ça, c'est quelque chose d'assez rapide. Un VNet, c'est relativement rapide à créer. Voilà. Plutôt que d'aller directement dans la ressource, on va faire ça, on va dire, dans l'ordre de mes créations. J'y reviendrai peut-être pas, mais hop, dans le ressources groupe webinaire, je vois bien mon VNet webinaire, je clique dessus, je peux voir un aperçu. Ses propriétés principales, voilà, c'est plus sympathique. Ici, je vois l'espace d'adresse. Je vois sa configuration DNS. Alors, à ce propos, dans mon VNet et dans mes subnets, que voilà, je n'en ai qu'un, et dans les subnets, il y a un DHCP virtuel auquel je n'ai pas du tout accès. Mes futures machines que je vais mettre, mes futurs hôtes que je vais mettre dans ce VNet, seront forcément en adressage DHCP, en adressage dynamique. Ça, c'est un point important. Mes VM, vous ne mettez pas d'IP statique sur les VM. Si vous voulez de l'IP entre guillemets fixe, il faudra le faire dans le portail. Il faudra dire dans le portail, pour l'instant je ne peux pas le faire, mais il faudra dire dans le portail, tel VM a forcément telle adresse IP du plan d'adressage du subnet. Et c'est à moi de le dire. Sinon, le subnet va fournir une adresse IP à ma future VM. Dans le même ordre d'idée, mon VNet fournit à tout le monde du DNS. On verra, c'est du DNS fourni par Azure, qui sait résoudre le monde entier, ainsi que mes VM, mes futurs VM. Si ça ne va pas, et ça n'ira pas, si jamais je fais un domaine Active Directory, il faudra bien que je fasse mon propre DNS pour mon propre domaine Active Directory, ça sera à moi de mettre, là je simule, de mettre les adresses IP de mes VM que j'aurai fixées. Donc là, je ne le fais surtout pas, que cette machine, cette adresse IP n'existe pas. Donc voilà l'aperçu d'un VNet, espace d'adresse, subnet, et plus tard, je verrai des périphériques connectés, mais pour l'instant,
On va le laisser aller jusqu'au bout, mais pour l'instant, forcément, il n'y en a pas. Bon, même quand il n'y en a pas, bon, il dit bien qu'il n'y en a pas. Donc, on va clôturer là pour cette démonstration sur le réseau virtuel et on va pouvoir servir de notre réseau virtuel pour y mettre une ou plusieurs machines Azure, ce qu'on appelle communément des VM, évidemment. Alors, schéma général des ressources utilisées par une VM Azure. Déjà, il me faudra la VM qui est là. Ce qui va la caractériser principalement, c'est son système d'exploitation. Dans Azure, on a droit à Windows ou Linux. Et ce qu'ils appellent la taille d'une VM. La taille d'une VM, c'est un forfait, de simplifier, sur le couple nombre de CPU, quantité de RAM. Vous ne choisissez pas précisément, vous ne pouvez pas dire, peut-être, je vais dire quelque chose au hasard, vous ne pouvez pas dire je veux 4 CPU et 24 Go de RAM. Non, on va vous proposer des forfaits qu'on appelle des tailles, et vous tomberez sur quelque chose que sera peut-être, si vous voulez 24 Go de RAM, vous aurez forcément 16 cœurs de CPU. Vous ne pourrez pas dire je n'en veux que 4. Vous aurez ce couple, à chaque fois, vos choix se font sur ce couple-là, vous le verrez. Donc ça, c'est la VM, c'est mes ressources matérielles de calcul. Une VM a besoin de disques, actuellement au pluriel. C'est une ressource à part. Une VM a besoin d'une carte réseau. C'est une ressource à part. Et c'est la carte réseau de cette VM qu'on va brancher sur notre subnet. À une carte réseau est associé un NSG, c'est décrit ici, un Network Security Group. C'est un filtreur de paquets. Un mini pare-feu pour ceux qui préfèrent, mais ça s'arrête à la couche 4 du modèle OSI, c'est-à-dire ça s'est filtré uniquement sur les protocoles TCP et jusqu'au protocole TCP/UDP. Bien sûr, après, on prend en charge les adresses IP sources, les adresses IP destination, mais c'est pas un pare-feu applicatif, c'est un pare-feu filtreur de paquets, un NSG. On l'associe à notre carte réseau. C'est obligatoire. Donc, faut penser donc du coup et vous le verrez, quand je vais installer un site web dans une VM, il va falloir que je pense au pare-feu Windows. Normalement, ça va bien se passer puisque si j'installe 2IS, ça va être automatique. Mais il faudra que je pense à ouvrir le port dans le NSG. De plus, ça c'est facultatif. Une VM peut avoir une adresse IP publique, puisqu'au fait, dans le subnet, elle aura une adresse IP privée. C'est juste ce qu'on a vu de mon plan d'adressage. Donc, une VM peut avoir une adresse IP publique ou pas. Moi, j'en mettrai une pour me simplifier la vie et pas à avoir à faire un VPN. Et puis de plus, si je veux faire un site web public, c'est carrément obligatoire, évidemment, parce que ça sera un petit peu mon objectif, faire un site web avec un contenu très très bidon, mais en tout cas, ça sera un site web public sur une adresse IP publique. Voilà le schéma général d'une VM. Et voyons, on va créer tout ça. Donc je retourne dans le portail, et donc je vais mettre une VM dans mon groupe de ressources, avec ses ressources associées, et je vais faire en sorte qu'elle soit dans le subnet 1 que j'ai créé précédent. VM, ça doit suffire, voilà, hop, virtual machine, bouton création, et voilà. Donc je vais la mettre dans mon groupe de ressources, je vais lui donner un nom, webinaire 1, voilà. Je vais lui mettre une région. Alors au fait, maintenant, j'ai pas trop de choix. Mon objectif est de mettre ma VM dans le réseau créé précédemment. Le réseau étant dans une certaine région, la VM est forcément dans la même. Imaginez que vous ne pouvez pas avoir un switch physiquement aux États-Unis et y brancher votre ordinateur, tirer le câble Ethernet jusqu'en France, à Paris par exemple. Non, il va falloir que tout ça reste local. Les zones de disponibilité, on ne va pas l'aborder, c'est la possibilité de faire de la tolérance de panne, de la haute disponibilité d'ailleurs,
mais ça va nécessiter que je crée plusieurs VM identiques. Donc, comme je ne suis pas prêt à le faire, et il faut préparer peut-être quelques petites choses en amont, là-bas, je vais dire non. Et ensuite, ici, il y a ce qu'on appelle les images. Alors, on va un petit peu regarder toutes les images. Vous voyez, comme je vous le disais, vous avez du Linux, pas mal, des Windows, pas mal aussi, des choses déjà préinstallées, Visu. Pour un développeur, un Windows plus Visual Studio. Pour un serveur de base de données SQL Server, SQL Server directement installé sur Windows Server, etc., etc. Enfin, c'est déjà pas mal. Là, je suis sur les VM, hein, bien sûr. Quand on est sur autre chose que des VM, il y a énormément de ressources disponibles dans le marketplace. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, ça va être du Windows Server. Alors, ça ne se passe pas comme tout à l'heure. À la répétition. Il ne propose que des SQL Server où j'y vois rien. Alors, je pourrais prendre 2IS directement, mais c'est fait par Belinda CZ. Peut-être que je n'aurai pas l'argent. Peut-être que ce sera payant et que je n'ai pas les ressources financières pour ça. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vais chercher autrement. Je veux ma VM Windows. Je vais chercher ça comme ça. Voilà, très bien. C'est ça que je voulais. Très bien. 2022, par exemple, on a un paquet d'éditions et je dirais, d'ailleurs, celle que je voulais, c'est tout celle-là, tout simplement, je peux me fatiguer, d'éditions et de versions de Windows Server en fonction de celles qui sont encore supportées par Microsoft. Et donc là, j'arrive sur la création. Donc c'est bon. Non, mais non, qu'est-ce que... Ah, mais j'ai recommencé à zéro. Voilà, d'accord. Ouais, parce que comme je trouvais pas l'image que je voulais, je pars directement en disant pré-remplis-moi l'image et du coup ça marche. J'ai trouvé mon bonheur. Quoi. Alors, donc je réécris. Et c'est ici, je vous en parlais, qu'on choisit ce qu'on appelle la taille. Ou principalement, ça va être le couple nombre de CPU RAM qui m'intéresse. Donc, vous voyez, je peux pas, a priori, il me propose pas, pour le moment en tout cas, il me propose pas trop 4 CPU et 4 Go de RAM par exemple. Ça va être des choses de cet ordre-là. Donc, je vais prendre quelque chose de pas trop cher pour aujourd'hui. Je vais prendre 2 CPU, 8 Go de RAM, puisque je n'ai pas non plus forcément des crédits illimités. Vous voyez les coûts par mois ici qui s'affichent. Ça, c'est si je laisse ma VM allumée tout le temps. Si je l'éteins, les coûts vont réduire. On y reviendra après dans la conclusion. Bon, je vais prendre cette taille. Il existe moult tailles. Et puis, je vais créer mon compte d'administrateur. Je crée rien du tout pour la petite histoire ici. C'est vraiment le compte administrateur local qui est renommé. Et comme j'avais dit, alors je pourrais dire ne pas ouvrir de port sur le monde public. Et j'avais dit que j'allais le faire pour pas passer par la partie VPN qui me prendrait 1 heure de démonstration supplémentaire, puisque c'est assez long à créer. Voilà. Donc, je vais essayer après. Il me faudra un disque. C'est le disque système. Je peux créer des disques de données à la volée, enfin maintenant pendant la création ou plus tard. Et maintenant, je lui dis sur quel réseau je veux me mettre. Tiens, il a trouvé tout seul, sans doute à l'aide des mots. Il a eu la bonne idée de se mettre dans le subnet 1 de mon VNet webinaire. Est-ce que je veux une adresse IP publique ou pas? Comme je vous disais, c'est facultatif. Oui.
Et du coup, enfin, c'est pas du coup, c'est obligatoire. Il me propose non, hein, mais ça serait une erreur, hein. Si je ne mettais pas le NSG, je ne pourrais pas accéder à ma VM via son IP public. Donc, j'ai intérêt à le faire. Et donc là, il va me créer une règle dans le NSG qui va autoriser le protocole RDP. Est-ce que je veux faire du load balancing? Est-ce que je veux avoir plusieurs VM de ce type-là? C'est un autre débat. C'est pour la haute disponibilité et l'équilibrage de charge. Ici, c'est non. Les moyens de gérer ma VM. Bon, je vais laisser ça comme ça. On va pas rentrer dans les détails de tout ça. Le monitoring, c'est pareil. Je vais laisser les bouts de diagnostic. Et puis c'est tout. Un managed storage account, très bien. Le monitoring, c'est un autre débat, hein. Il y a énormément de monitoring. Ce qu'il y a là, c'est très léger. En général, on étoffe les choses par la suite une fois que c'est créé. Advance. Ici, je peux installer des choses prévues par Microsoft. Allez, voyons. Par exemple, pour ceux qui connaîtraient... Ah, pas non. Je pourrais installer le client chef pour les VM extensions for Windows, ici, qui est dans la liste ici. On a tout un tas de choses qu'on peut mettre sur l'installation de ma VM Windows. Il y en a une qui est très basique d'ailleurs, qui s'appelle « Je crée mon propre script ». Bien, je vois, je n'avais pas remarqué ça. Depuis récemment, on peut mettre OpenSSH sur nos machines. Windows, il me propose de l'installer. Très bien. Bon, je ne vais rien mettre, hein. C'était pour montrer les extensions. Custom Data, User Data, c'est pour du Cloud Init. Très intéressant. Alors, très intéressant, la partie host pour peut-être certains d'entre vous. Cette VM sera hébergée sur un hôte physique dans une région ou d'un data center d'une région. Pardon. Sur ce même hôte physique, il peut y avoir une autre société qui héberge une VM. Et donc, on pourrait avoir, imaginez, sur une même machine physique dans Azure, deux sociétés en concurrence sont hébergées sur le même hôte physique. En termes de sécurité, l'un comme l'autre peuvent trouver ça perturbant. Donc du coup, on a le droit d'allouer des hôtes physiques dédiés à mon organisation, à mon abonnement Azure. Ça a un coût, hein, bien entendu, et il faut le préparer au préalable. Dans le même ordre d'idée, à préparer au préalable, je veux être sûr d'avoir des capacités de calcul en termes de CPU, de RAM et de réseau qui me seraient dédiés et alloués pour mes VM. Et de plus, j'aimerais être persuadé que deux VM se retrouvent à proximité et non pas éloignées même si elles sont dans la même région, qu'elles ne se retrouvent pas dans deux data centers différents. Donc ça, ce sont des options de placement essentiellement, hein. Je veux mes VM sur des hôtes qui m'appartiennent, je veux des ressources qui m'appartiennent et je veux que mes VM soient proches les unes des autres. Et donc voilà qui termine la création d'une VM et on va voir. Il y a les tags, hein, comme d'habitude, et j'ai plus qu'à faire create. Il va valider tout ça. Je vais relire un peu pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Tout va bien. Bon, attention, j'ai ouvert RDP partout. Tiens, j'y reviendrai. Je vais le fermer. Voilà, je vais ne l'ouvrir que pour ma propre infrastructure. Voilà, bon, je relis vite fait. C'est bon, je crée. Donc ça va être un peu plus long que de créer un VNet, mais malgré tout, ce ne sera pas extrêmement long. Il faut compter 2-3 minutes. Donc on voit, tiens, on va un petit peu checker ça en même temps. Ici, donc, j'ai
1, 2, 3, 4, 5 ressources qui sont en cours de création. Il m'en manque une. Le NSG, l'adresse IP. Il manque le disque parce qu'on ne le voit pas, mais où il est déjà créé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en train de me créer ma VM qui dépend d'une carte réseau, d'un NSG, d'une adresse IP, voilà, c'est terminé, et d'un disque. Et ben du coup, je vais aller dans mon groupe de ressources, voir tout ça. Donc, voilà le minimum vital. Donc pour avoir ma première VM, il me faut un VNet, un disque dur, que voilà, une carte réseau, un NSG, une adresse IP publique, et enfin ma VM qui regroupe, qui permet de regrouper un petit peu tout ça. Bien. Bah, du coup, ma VM, elle a une IP publique. Non, on va aller voir le NSG d'abord. Le NSG me dit bien, ah, ben, vous avez ouvert RDP, attention, la source, c'est tout le monde. Tout le monde a le droit de faire du RDP sur votre machine. Bon, je vais un petit peu brider tout ça, histoire de partir sur un minimum de sécurité directement. Alors, on ne peut pas modifier. Si, on peut. Je vais modifier cette règle en disant, attention, la source, c'est unique. Un ensemble dit, ça peut être un ensemble d'adresses IP, des tags, des ASG, des Application Security Group, ou tout simplement ma propre adresse IP qu'il détecte automatiquement. Hein. C'est la moindre des choses. Bon, moi, je ne vais pas vérifier. J'imagine que c'est la bonne. Moi aussi, je vais vérifier vite fait. C'est bon, c'est bel et bien la bonne adresse IP qui est ici. Et donc, je sauvegarde. C'est un peu plus sécurisé. Vous qui me voyez, qui êtes présent à ce webinaire, vous ne pouvez pas aller vous connecter sur cette VM, sauf en venant dans nos locaux. Bien, bon, ben maintenant que je sais que j'ai fait ceci, je vais aller repérer l'adresse IP de ma VM et m'y connecter. Donc, elle a une adresse IP publique, privée, interne, et évidemment aussi une adresse IP publique que voilà. Je la copie dans mon presse-papier et j'ai plus qu'à me connecter. C'est pas ça du tout. C'est passé derrière. Puis voilà, mon Windows Server 2022, si mes souvenirs sont bons, est en train de m'ouvrir une session. Je fais partie d'un réseau privé, je vais dire oui. Donc, il me lance mon SQL Server Manager. Pendant ce temps-là, justement, je vais vérifier quelque chose, 2-3 petites choses, peut-être. Bon, on va lancer le PowerShell, c'est plus simple. On aura des commandes comme ça. Ce que me reporte le portail correspond bien, c'est-à-dire j'ai l'adresse IP 10.1.1.1, pas du tout. Je retourne dans le portail, j'ai l'adresse IP privée 10.1.1.4, pas de problème. C'est bien sa configuration et je suis en DHCP. Je vais faire un /all. J'ai bien été chercher ceci auprès d'un serveur DHCP. Pas de problème. Qui est aussi notre DNS. C'est d'ailleurs ce DNS. Alors le ping, on va faire du NS lookup. Le ping, je ne garantis pas qu'il fonctionne. Hop.
je vais pas faire. Ce DNS, c'est résoudre le monde entier. Mais il sait aussi résoudre séminaire, il sait aussi résoudre mes VM. C'est quoi host? NSLOOKUP. Voilà, il a bien trouvé le DNS interne à Azure. C'est bien trouvé mes propres VM. Et donc, ça y est, mon gestionnaire de serveur est prêt. Ben, je vais en profiter pour installer 2IS et voir que ça va finir par fonctionner. Donc, j'installe un serveur web. Pour rappel, en faisant ça, je vais tout laisser par défaut. Le pare-feu Windows va s'auto-configurer en ouvrant le port 80 et le port 443. Donc, de ce côté-là, j'ai pas besoin d'y penser. En revanche, le NSG, j'ai intérêt à y penser. Je me rendrai vite compte que ça marche pas. Donc, puisque j'y pense, je vais aller autoriser le port 80 dans mon NSG. Sinon, ça ne marchera pas. Mon site web ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'ai installé une VM, je mets des services à disposition sur Internet. Et il faut que je pense, et je peux le faire d'ici de mémoire. J'ai un accès à mon NSG, voilà. Depuis ma VM ici, depuis ma machine virtuelle, j'ai accès à mon NSG, je retrouve ma règle RDP, plus que rajouter une règle d'entrée qui dit tout le monde a le droit de faire, par exemple, de l'HTTP. Donc, il me pré-remplit tout ceci. Alors, j'aurais pu faire des règles complètement customisées. C'est qu'il y ait le custom, au début, voilà. Ou ici, je peux mettre des listes de ports, des plages de ports, etc. Bon, donc j'ai déjà un pré-réglage, j'en profite. Et je lui mets un HTTP. La priorité, c'est dites-vous que c'est le numéro de ligne. Les règles dans un NSG sont ordonnées. Et l'ordre est important puisqu'elles sont lues les unes après les autres, notamment, et l'importance est forte, lorsqu'on mélange l'action autorisée avec l'action interdire. Pour ceux qui connaissent les pare-feux, vous retrouvez le même principe. Donc voilà, tout est presque prêt, mais mon installation de 2IS est terminée. Donc je ferme, je vais un petit peu personnaliser tout ça, juste histoire de faire ma page d'accueil, je vais lui rajouter le mot webinaire, histoire de la personnaliser. Donc après ça c'est du 2IS, hein. Tout le monde ne connaît pas forcément. Voilà, ma page d'accueil c'est celle-ci. Je vais l'ouvrir avec, je sais pas, Edit va peut-être me lancer dans le bloc-notes, pas du tout. Ah mais non, parce que c'est pas ma page d'accueil. Oui, alors ça m'a... Je me suis fait avoir. Je vais afficher les extensions de fichiers. Oui, c'était le PNG, ça c'est l'HTML. C'est pour ça que c'était curieux. Je vais faire assez très très basique, hein, dans le body divid container. Ici, je vais rajouter un paragraphe HTML. Vidéo. Bien du 15-12-2025 et je sauvegarde. Donc voilà, ma page d'accueil est faite. Et en fait, sur cette même adresse IP, le monde entier, vous y compris, hein, le monde entier, donc je vais la mettre un peu en gros. Je vais aller la rechercher d'ailleurs dans le dans l'aperçu de ma VM.
Voilà, je vais plus ou moins vous l'écrire en gros. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Hein. Voilà, cette adresse IP est accessible par le monde entier, évidemment, sur le port 80 et mène à mon nouveau site web, qui est extrêmement basique, évidemment. Mais c'est pas le but de faire un cours sur les sites web. Et voilà, c'est bien le webinaire du 15 décembre 2025 qui est ici. Pour conclure aussi sur un... Donc voilà, j'ai créé une VM, j'y ai accès, je peux la configurer et elle fonctionne très bien. Pour conclure un petit peu d'ailleurs sur cette démonstration, hop, je suis perdu, je retourne là-dedans. Voilà. Je vous avais dit, et on le voit bien, je reviens sur son plan, sur son adresse IP, elle a cette adresse IP. Ça peut me convenir, ou je peux en préférer une autre, peu importe. Il se pourrait que je voudrais être sûr que ce soit tout en celle-là au fur et à mesure que les mois passent et que la machine s'arrête plus ou moins longtemps. Comme elle est en DHCP, là, j'ai aucune garantie de la pérennité de l'association de cette VM avec cette adresse IP. Si je veux être sûr qu'elle l'est toujours et qu'elle la garde, ben, je fais ça dans le portail, toujours dans les network settings, où on va ici, on voit l'adresse IP privée. Je vais aller reconfigurer sa carte réseau. C'était pas là. Mais pas grave. Je vais en sortir. C'était juste au-dessus. Hop, que je dois pouvoir y arriver. Voilà, c'était plutôt là dans la config IP. C'est ici que je vais pouvoir choisir dans IP config 1 le fait que, vous voyez, elle est dynamique, donc susceptible de changer. Je ne veux plus qu'elle change, et pourquoi pas, je prends celle-là. Je sauvegarde. Alors, je ne sais pas s'il me le dit. Il ne me le dit pas là. Pour que ça soit... Si jamais je mettais une autre IP, pour que ça soit effectif, il faudrait rebooter la VM. Donc c'est des choses à faire au début, hein, donc pas de problème. C'est pas un gros problème. Donc là, je sauvegarde et normalement, je sais plus, des fois, il reboot tout seul. Des fois, il attend le reboot pour que ça soit effectif. Donc il me dit, c'est mis à jour, très bien. Vérifions que je ne suis pas en train de rebooter, tout va bien. Donc là, je suis sûr maintenant que j'aurai toujours cette adresse IP privée pour cette VM. Donc voilà qui conclut cette démonstration sur la création d'une VM et son exploitation. Je vais revenir sur le diaporama et on va parler un petit peu des coûts de ce que j'ai fait. Tiens, c'est pas marqué. Le ressource groupe en lui-même ne coûte rien. C'est une métadonnée en réalité. Les VNet et leur usage d'ailleurs, ainsi que la carte réseau et le NSG, sont gratuits. Quand je dis le VNet et son usage, si j'ai deux VM dans mon VNet et que ces deux VM dialoguent en permanence, font donc du réseau privé dans le VNet, ça n'a aucun coût. En tout cas, aucun coût de communication. Par contre, certains composants de la VM ont un coût fixe. L'adresse IP publique a un coût fixe tous les mois. Le disque a un coût fixe, que je m'en serve ou pas. Et la VM, si elle est allumée, je paye en fonction de la taille que j'ai choisie. De plus, il y a des coûts variables. Mon disque, si je m'en sers, donc si je fais des entrées-sorties, bah, je vais payer mes entrées-sorties disque. De même pour le réseau, alors plus précisément, dans ce qui concerne le réseau Azure, dans Azure, seul le trafic entrant est payant. Pas du tout, alors c'était une grosse erreur. Seul le trafic sortant est payant. Donc une erreur sur le diaporama que je corrige Nico. Ah mais non, c'est ça. Donc seul ce qui sort est payant. Donc bah typiquement
Euh, je suis allé sur mon site web, j'ai téléchargé une image et j'ai téléchargé une page HTML. C'est une entrée-sortie payante. Et voilà, donc ce qui va conclure notre webinaire. Il nous restera donc comme on avait dit, comme Benjamin l'avait dit à un moment, au tout début, il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour faire le point sur les questions et voir quelles sont, et pour que je puisse y répondre avec ou sans démonstration. Donc je laisse la main à Benjamin qui me dit s'il ne faut pas changer de diapo. Il faut te plaît passer. Tu as peut-être des choses à dire sur cette diapo-là, puis après on fera les Ah oui, questions-réponses. c'est vrai. J'avais oublié cette diapo, pensant que c'était... oui, cette diapo. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce qui a été vu actuellement, non seulement vous pouvez le faire dans les cours de ENI, évidemment, mais si vous voulez en auto-formation aller plus loin en ce qui concerne le IaaS, je vous conseille de voir ce qu'on entend par les load balancers dans Azure et les VMSS qui vont de pair. Ça vous permettra d'avoir de la haute disponibilité sur OVM et de l'équilibrage de charge. En ce qui concerne, si vous voulez vous lancer dans le plateforme as a service, de penser à étudier les comptes de stockage ou les app services, ainsi que il existe tout un tas de services de base de données, aussi bien SQL Server que MySQL ou Postgre, et même Oracle. Voilà, donc ça, d'ailleurs, ces choses-là sont abordées, en tout cas les deux premières, sont abordées dans le premier cours dont va vous parler Benjamin. Très bien, merci Bruno. Alors, du coup, je vais. Donc, vous avez à l'écran un QR code que vous pouvez scanner avec votre smartphone si vous le souhaitez, mais je vais également vous coller donc l'URL correspondante dans la conversation et je vais vous partager l'écran correspondant. On voit mon écran, Bruno? Non, moi je ne le vois pas, mais si, ouais, c'est normal, parce que moi je ne vois pas Teams, il faut que je me remette dans Teams. Ah, ok. Je pense que ça doit être bon pour les autres. Alors, donc, Oui, je vois ton écran. ok, merci. Le lien vers ce Digipad, donc c'est une page web dans laquelle on vous partage un certain nombre d'informations. Donc tout d'abord, donc voilà, donc là, du coup, ce webinaire vous a fait une introduction au Cloud Azure avec une démonstration donc sur voilà, pour les différentes opérations pour créer le groupe de ressources, le réseau virtuel, la machine virtuelle, etc. Donc sachez que cette partie est une extraction d'un cours plus complet qui est sur une journée entière. Donc qui s'appelle Présentation de l'infrastructure cloud, donc qui rentre davantage dans les détails. Donc pour les participants à ce webinaire, donc on vous offre la possibilité de pouvoir accéder à l'intégralité du contenu de la ressource pédagogique en ligne. Donc pour ça, au préalable, il faut que vous suiviez en fait ces trois étapes. Donc, première étape, il faut vous créer un compte apprenant sur le site de Microsoft qui s'appelle Microsoft Learn. Ensuite, à partir du moment où vous aurez créé ce compte, vous pourrez obtenir un badge de compétences donc, qui est en lien avec le fait d'avoir suivi le webinaire. Donc, on a limité l'activation de ce badge aux 50 premières personnes. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et le troisième lien, donc, c'est pour accéder au contenu pédagogique en ligne. Donc, vous retrouverez les éléments qui ont été abordés par Bruno ce matin et vous aurez également des éléments complémentaires. Vous aurez également en dessous, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, prendre 2 minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction. Donc, c'est important pour nous de savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Vous avez également une question qui vous permet d'exprimer des idées de sujets que vous aimeriez qu'on puisse aborder dans des prochaines sessions. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, effectivement, pour les personnes qui sont un peu moins autodidactes, donc on propose des formations. Donc, justement, cette formation d'une journée, donc présentation de l'infrastructure cloud, donc on a ici donc nos prochaines dates qui sont affichées.
Donc, elle est au tarif de 750 euros et elle est disponible au travers de différents financements. Donc, vous pouvez la financer au travers de votre CPF. Pour les personnes qui travailleraient dans des sociétés qui dépendent de l'OPCO Atlas, donc c'est un organisme financeur, il y a des financements également possibles par le campus Atlas au travers des actions collectives. Et il y a également un dispositif qui s'appelle le FSE+, donc qui est le Fonds de solidarité européen, donc qui peut aussi prendre en charge le coût de cette formation. Donc cette formation d'une journée, c'est vraiment une introduction, une culture générale sur le cloud dans l'implémentation Microsoft Azure. Bien souvent, donc les gens qui souhaitent ensuite évoluer vers l'administration Azure, donc la complètent par cette formation aussi, donc qui est vraiment le cours dédié à l'administration, qui est un cours de 4 jours. Donc là, on rentre vraiment dans les détails, donc pour vraiment acquérir toutes les compétences d'administration Azure, pardon. Donc vous avez également les dates des prochaines sessions. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que comme c'est 1 plus 4, ben, ça fait 5, ça tombe bien, ça va une semaine complète. Donc dans notre planification, souvent, le cours de présentation est le lundi et les 4 jours suivants donc, sont consacrés au cours d'administration. Donc vous pouvez enchaîner donc, ces deux formations sur une même semaine. Donc pour les participants à ce webinaire, donc on fait une remise, donc 2490 euros au lieu de 2790 euros donc sur la session. Pour les personnes qui seraient, donc c'est une formation qui peut être suivie, enfin c'est deux formations en présentiel dans nos locaux, mais également à distance. Donc vous vous connectez avec Teams et vous participez à la session à distance avec d'autres participants. On propose également cette formation d'administration sous la forme d'un e-learning tutoré. Donc, c'est une formation qui a été créée, enregistrée par Bruno, d'ailleurs, il y a quelques temps. Donc, elle est disponible au tarif normalement de 990 euros. Donc, on fait une remise de 100 euros pour les participants à ce webinaire, donc pour une durée de 3 mois seulement. Donc, là, l'avantage, c'est que dès que vous passez commande, vous avez un accès à l'environnement de formation et à la plateforme donc sous 48. Donc ça également, c'est finançable avec votre CPF si vous avez du crédit sur votre CPF. L'ensemble de ces formations sont également disponibles, alors celui-là, je vais l'ouvrir, ce lien, au travers de cursus de formation. Donc, s'il y en a parmi vous qui ambitionnent de devenir vraiment expert dans le domaine Azure, donc on propose en fait des cursus de formation, donc qui sont composés alors des deux cours que j'ai cités, notamment le cours de présentation Azure et le cours d'administration, donc ce sont ces deux-là. Et il est complété par un niveau d'expert, donc qui est le cours architecture. Donc ça, c'est pour les personnes qui viseraient la certification pour être architecte expert en solution Azure. Vous avez également donc un autre cursus qui est ingénieur expert Azure DevOps. Donc c'est les deux mêmes cours de base, mais vous pouvez aussi le compléter avec. Alors le 204, c'est un cours qui est orienté plutôt création de solutions d'applications en fait avec les services Azure, complété par le cours Azure DevOps. Et puis vous avez également un troisième cursus qui concerne les personnes qui souhaiteraient se spécialiser pour être administrateur d'infrastructures hybrides. Donc de mettre en place à la fois des infrastructures on-premise couplées avec des services dans le cloud Azure. Donc pour ça, vous avez deux formations qui viennent se compléter. Donc l'avantage en fait de s'inscrire sur un cursus complet, c'est que en fait la première formation donc de présentation, elle est gratuite. Et sur les deux cours suivants de chacun des cursus, en fait, on vous propose une remise de 40%, donc qui est appliquée, et on vous offre également le passage de la certification. Donc ça demande un engagement de votre part en termes de temps, mais le fait de prendre un cursus complet vous fait un niveau de remise qui est quand même extrêmement intéressant. Donc pour cela, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez nous contacter via le lien qui est mis ici, donc, vers notre formulaire de contact. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à poser vos questions, à dire que vous souhaitez bénéficier de ces offres ou d'un devis parce que vous avez suivi le webinaire. On vous a mis également les liens vers nos réseaux sociaux donc, pour pouvoir nous suivre. Donc, notamment savoir quand est-ce qu'on va publier des annonces sur nos prochains événements, nos prochains webinaires. Donc, sur LinkedIn, sur X,
Le webinaire que vous venez de suivre a été enregistré et le replay sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube que vous avez ici. Vous recevrez aussi post-webinaire un mail dans lequel vous aurez le lien direct vers la chaîne YouTube. Et vous avez également ici un lien donc, qui vous permet d'accéder à la page sur laquelle on publie justement les webinaires à venir. Donc pour le moment, pour 2025, c'est fini. C'était le dernier webinaire, donc on en fait en gros un par mois. Donc on redémarre dès fin janvier. Donc on va planifier bientôt nos webinaires pour janvier, février et mars, qui seront dédiés à la création, dédiés à Copilot, donc à Microsoft 365 Copilot sur des cas d'usage métier, et ensuite sur la partie utilisation et création d'agents Copilot. Et pour finir, on vous a également mis ici donc une partie sur les ressources donc pour les personnes autodidactes. Voilà, donc au travers des éditions ENI, vous avez des ressources sous la forme de livres et de vidéos qui sont disponibles, donc qui vous permettent de vous former. Donc le premier ici est un livre accessible vraiment pour des débutants. Et le second ici est un livre pour des gens qui sont déjà des utilisateurs avertis du sujet, qui souhaitent aller plus loin. Donc c'est un livre qui notamment a été écrit par Philippe Payola, qui est un expert technique qui travaille chez Microsoft. Voilà. Puis également les liens que vous avez ici. Donc voilà pour l'ensemble de ces ressources. Maintenant qu'on a dit ça, alors est-ce que tu peux remettre le PowerPoint s'il te plaît? Bien Renou. sûr. Je D'abord, vais arrêter là, du coup, mon partage. l'écran. Et hop, 30, de risque. Voilà, je change de diapo. Voilà, Et ben on voilà. va passer à la suivante. Donc, on va passer aux questions-réponses s'il y en a. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir vos micros. Enfin, vous donner la possibilité d'ouvrir vos micros. Si vous le souhaitez prendre la parole, ce sera plus simple que par écrit dans le chat. La seule chose, c'est que lever la main au préalable pour que tout le monde ne prenne pas la parole en même temps. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir et poser une question? Alors sinon, moi, je vais commencer. Moi, j'en ai une première. Là, Bruno, tu nous as montré donc comment créer. On a fait plutôt une démonstration sur la partie IaaS. Donc, là, on s'est appuyé sur l'infrastructure. Tu as créé une machine virtuelle. Tu as hébergé un service web de JS dedans. Est-ce que j'aurais pu avoir la même chose en passant par plutôt un service PaaS? Tout à fait. C'est-à-dire avoir directement un serveur web sans avoir à créer l'infrastructure Tout à au fait. préalable. Donc, je ne crée pas de réseau virtuel, je ne m'occupe pas de la. Donc, on a ce qu'on appelle un APP service. On a ce qu'on appelle un APP service, c'est ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là aussi, ça va être un peu long, mais c'est très bien pour faire des web app, mais aussi des applications web classiques avec de l'HTML, mais aussi des API. En fait, ça héberge votre application web, quelle qu'elle soit, et vous ne vous souciez pas du système d'exploitation. Vous gérez au niveau produit web et votre technologie web. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez faire du Node.js, de l'ASP.NET, du .NET Core, que sais-je, du Tomcat, du Wildfly. Bref, toutes les technologies web sont prises en charge par cette ressource de type app service. Donc, je pourrais tout aussi bien créer un serveur web Apache plutôt qu'un 2IS, si je ne veux pas d'un service Microsoft. Je ne sais pas si c'est un Apache dessous. Dans ce cas-là, toi, tu dis, toi, tu vas demander ta techno. Comme je disais, ça va être du Node ou ça. Il y a des chances que ce soit. Alors, après, selon les technos, ils vous imposent, ça, ils vous disent, ce sera du Linux dessous, mais finalement, tu n'y vas jamais. Conclusion, tu sais pas si c'est de l'Apache ou du Nginx dessous. Il y a de grandes chances que ce soit l'un ou l'autre. Mais tu n'y as pas accès. C'est du plateforme. Mais par exemple, si je lui dis, est-ce que tu as une idée, si par exemple je lui dis, je voudrais un serveur web
pour héberger du PHP, est-ce qu'il prendra plutôt de l'Apache ou est-ce qu'il prendra du 2IS dans lequel il greffera un module Pour le PHP? alors de mémoire, il faudrait vérifier. Pour le PHP, on a le choix du système. Donc, ça sera du Linux. Bon, on va aller voir, hein. Donc si Ça sera du ça sera Voilà, il parle pas de- d'Apache ou 2IS. Il parle simplement, donc voilà, le PHP. d'une plateforme. Il parle, non, t'as pas le choix. Il y a des choix, on a le choix. C'est assez rare, hein, ça sera plus. Là, on n'a pas le choix non plus. Pour la SPNet, c'est du Windows. Pas forcément du Windows. Est-ce que pour le Python, on a le choix non plus? Ouais, on n'a pas. On nous impose. Bon, là, je vérifie. Ah, ben voilà, si pour le Node, pour du Node.js, c'est moi qui choisis ce qu'il y aura dessous. Donc, évidemment, là, ça sera du 2JS. Là, ils nous le disent pas, hein. Moi, je peux pas te garantir que c'est de l'Apache. Ça peut être Nginx. Ok, très bien. Merci. Alors, il y a des questions dans le chat. Alors, une première question. Faut-il un compte Microsoft 365 Premium annuel? Alors, pour moi, la question, elle est pas en lien avec le sujet, puisqu'en fait, quand vous avez un abonnement ou un compte Microsoft 365, c'est en lien direct avec les services Microsoft 365. Là, on est dans Azure. Donc, s'agissant d'Azure, donc c'est ce que Bruno a évoqué pendant le webinaire. En fait, vous payez à la consommation, donc c'est pas lié à un abonnement mensuel que vous auriez. Vous allez vous créer un compte, vous allez paramétrer des ressources, et en fonction des ressources que vous allez créer et que vous allez consommer, vous allez avoir une facturation mensuelle qui va s'appliquer. Voilà. Donc, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure. Il faut faire attention quand on choisit, quand on veut dimensionner les ressources que l'on crée, pas prendre des choses supérieures à ce dont on a réellement besoin, parce que en fait, on sera facturé en conséquence aussi. D'autant qu'on peut à tout moment, là, moi j'avais choisi une taille, je ne sais plus quoi, 2 cœurs et 8 gigas. Si demain j'ai besoin d'avoir de plus de ressources, je change la taille dynamiquement. Alors ça implique un reboot de la VM, d'où l'intérêt de faire des load balancers pour faire ce genre de choses de manière un peu sans interruption de service, c'est-à-dire une VM après l'autre qui fournit le même service. Et on peut toujours monter en gamme de ressources et descendre d'ailleurs. Il y a même, mais ça se voit après plus tard dans les cours, la possibilité de faire ça en automatique. Voilà. Et pour compléter par rapport à la question, ces deux services très différents, 365 et Azure, ce sont des abonnements différents, comme le sous-entendait Benjamin. C'est-à-dire que vous pouvez faire du 365 sans Azure et réciproquement, du Azure sans 365. Donc, c'est deux choses découplées en réalité. Ouais, disons que Microsoft 365, c'est vraiment l'offre Software as a Service proposée par Microsoft, là où Azure, on va plutôt être sur la partie IaaS, Infrastructure as a Service, et PaaS, Platform as a Service. Tout à fait. Alors, une question, y a-t-il des tarifs éducation? Alors, à ma connaissance, non. À partir du moment où vous consommez des services, le coût est le même. Pour le monde de l'éducation, donc si jamais c'est votre cas, si vous êtes enseignant ou si vous travaillez avec des étudiants, il est possible d'avoir des crédits mensuels. Alors, mensuels ou annuels, j'ai un doute. En fait, vous pouvez avoir alors je crois de mémoire, c'est annuel. En fait, vous pouvez avoir 200 € de crédit à consommer dans l'année. Voilà, donc ça peut être valable si vous souhaitez enseigner Azure à des étudiants sur une formation qui durerait, je sais pas, l'équivalent de 5 ou 10 jours, par exemple. Mais la consommation de ressources risque de vous bloquer à un moment donné et vous allez vite dépasser ce crédit de 200 €. Il y aura quand Et même aussi il n'y a une pas de tarif associatif. Il y aura une remise sur les licences aussi. Parce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais en définitive, de mémoire, mettons, c'est peut-être pas ça, j'ai pris une VM qui me coûte 55 € par mois. Dans les 55 €, il y a le coût de la licence Windows. Si je lui dis, j'ai déjà ma licence, et donc, dans le monde de l'éducation,
vous avez des tarifs préférentiels sur les licences Windows. Si je lui dis j'ai déjà ma licence, le coût baisse, ça peut tomber à 35 € de mémoire. Le 55 passe à 35. Donc ça vous fait baisser le coût de votre... En fait, vous payez plus vraiment les licences, vous, du coup, parce que je sais que le tarif est très préférentiel dans le monde de l'éducation sur les licences. Ça vous permettrait de faire baisser vos coûts de VM Windows. Les VM Linux sont des prix sans licence. Ok. C'est pour ça que d'ailleurs, alors je sais pas où on est aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelques temps de ça, il y avait une étude qui avait montré qu'il y avait, je crois que c'était 60 ou 70% des machines virtuelles hébergées dans Azure étaient des machines virtuelles Linux. Je sais pas si c'est toujours vrai. Je sais pas du tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services, Oui, des services qui tournent sous Linux. Et... pas mal de services publics de toutes les manières qui tournent. Tu me posais des questions, tu veux faire du 2IS ou du Apache, il y a quand même beaucoup plus de Apache dans le monde public, quand même. Effectivement. Donc du Linux. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez poser une question plus longue pour pas avoir à la taper dans le chat. Non? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter un bon appétit en espérant donc que vous aurez appris des choses lors de ce webinaire. On vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année et donc on vous retrouve au mois de janvier pour notre prochain webinaire donc, qui sera consacré donc à des cas d'usage métier autour de Copilot dans Microsoft 365. Merci à tous. Au revoir. Merci.